Je vous rappelle que les Américains qui ont, dans un premier temps, qui avaient déconseillé les Européens de prendre des mesures contre, d'un embargo contre les produits pétroliers, les Européens ont voulu passer outre et ils ont fait cet embargo pétrolier, mais les Américains ont continué à importer du pétrole russe et ils continuent à importer du pétrole russe. Et quant au gaz, bon, évidemment, les Américains ne peuvent fournir à l'Europe que du gaz liquéfié, puisque c'est la seule forme sous laquelle il peut être transporté à travers l'Atlantique. Mais les Américains ont clairement fait savoir aux Européens que leur capacité ne leur permettrait pas de remplacer le pétrole russe. Donc, si vous voulez, ils ont poussé les Européens à prendre des sanctions, tout en disant après, nous, on ne sera pas en mesure de remplacer ce que vous avez coupé de la Russie. Il est difficile aujourd'hui de dire qui est à l'origine de ces sabotages, mais je pense qu'on peut affirmer avec une certaine certitude qu'il s'agit bien de sabotage, puisque ce sont des pipelines qui nécessitent pour être éventrés, comme c'est le cas, des quantités d'explosifs assez importantes et qui sont à une profondeur qui rend difficile l'emploi de plongeurs simplement comme ça, de plongeurs amateurs, disons. Donc, on a affaire à une opération complexe qui nécessite des moyens complexes et qui nécessite des moyens importants. Donc, à ce stade, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire qui a commis ça. Mais si on regarde les différents acteurs possibles et qu'on procède par élimination, la Russie est certainement celui qu'on peut éliminer en premier. Pourquoi ? D'abord parce que le but d'un tel sabotage est évidemment de couper définitivement l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. Ça semble assez clair. Or, les Russes n'ont pas besoin de détruire ces pipelines, qui d'ailleurs leur appartiennent. Oui, c'est leur propre infrastructure, donc c'est vrai que c'est leur propre infrastructure, donc on voit pas très bien pourquoi ils le feraient, or qu'il serait beaucoup plus facile pour eux de simplement tourner le robinet au début du gazoduc. Et c'est pas simplement une boutade, mais c'est que si vous faites une opération comme ça, de la part des Russes, ce serait pour faire une pression, par exemple, sur l'Allemagne. Or, vous faites une pression dans la mesure où vous avez la possibilité de fermer et d'ouvrir le robinet par la suite. N'est-ce pas? Si vous détruisez l'infrastructure, il n'y a plus de pression possible. Vous avez détruit, fini. Donc, ça ne permet rien. Donc, si c'était la Russie, ils auraient simplement fermé le robinet et puis ils auraient dit, voilà, tant que vous faites pas ceci, tant que vous n'allégez pas les sanctions, par exemple, eh bien, on n'ouvre pas. Voilà. Et puis à ce moment-là, quand on enlève, suspend les sanctions, par exemple, alors on pourrait ouvrir. Donc, en l'occurrence, il ne semble pas que ce soit les Russes. Maintenant, dans la région, Jacques, pardon, si on reste juste encore une minute sur la Russie, après je vous laisse continuer de développer. Vous aviez déjà exprimé aussi le fait que la Russie, même en conflit, même en temps de guerre froide, n'a jamais coupé les robinets du gaz. Ça fait pas du tout partie de ses pratiques habituelles. J'allais y venir, mais je veux y venir par un autre biais. D'accord, allez-y, alors je vous laisse développer. Donc, les autres candidats possibles sont naturellement les Polonais, qui ont été depuis le début opposés à ces pipelines. En fait, les Polonais auraient bien voulu que ces pipelines passent sur leur territoire, pour la bonne et simple raison que ces pipelines sont une source de revenus importante. C'est une des principales sources de revenus, par exemple, de l'Ukraine, qui encore aujourd'hui, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais jusqu'à hier, avait du gaz qui transitait par son territoire et qui recevait des royalties pour ce passage, et c'est une source de revenus extrêmement importante pour l'Ukraine, et ça l'aurait été pour la Pologne. Donc la Pologne, pour être intéressée, elle s'est toujours opposée à ces deux pipelines. D'autres candidats qui sont, alors cette fois-ci on tombe dans les candidats les plus sérieux, et c'est notamment les États-Unis qui eux ont toujours été contre toutes les liaisons
j'allais dire, toutes les liaisons entre la Russie et l'Europe, et en particulier l'Allemagne. Depuis les années 60, la fin des années 60, la Russie, ou l'URSS à l'époque, fournissait du gaz naturel à l'Europe à travers l'Allemagne. Et dès cette époque, les Américains ont manifesté une certaine inquiétude de voir l'URSS se rapprocher des Occidentaux, et notamment l'Allemagne. Ils ont toujours craint un peu l'Allemagne, qui est vraiment le moteur économique de l'Europe. Et ils sont toujours efforcés d'essayer de restreindre ces capacités d'échange de gaz et d'énergie depuis la Russie. Et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. D'ailleurs, en 1982, on a un rapport d'ailleurs de la CIA qui explique très clairement que c'est à l'occasion de la mise en service du gazoduc qui va de Urengoy à maintenant là, le nom m'échappe. En Ukraine, c'est une ville qui est à la frontière ukrainienne, qui est le gazoduc Fraternité, Bratstvo. Et la capacité de ce gazoduc était telle que les Américains ont eu peur que ça rapproche de manière définitive l'Allemagne et notamment les Européens de l'URSS. Et le président Reagan a signé un ordre présidentiel, c'est un décret présidentiel si vous voulez, qui autorisait la CIA à saboter ce pipeline, ce gigantesque pipeline. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été pratiquement la seule fois qu'il y a eu une interruption dans la livraison de gaz entre la Russie et l'Europe. Sinon, durant tout le reste de la guerre froide, y compris à des moments extrêmement tendus, comme notamment lors de l'incident de l'avion coréen KL-007 au-dessus de l'île de Sakhaline, qui avait été abattu par la chasse soviétique, qui avait amené des tensions considérables entre l'Est et l'Ouest, et bien même à ces occasions-là, la livraison de gaz n'avait pas été interrompue. Alors, je fais juste une précision concernant cette information-là. Vous pouvez la retrouver également dans le livre de Thomas C. Reed, ancien conseiller de Reagan, et qui a tout révélé dans un livre qui a été publié en 2004. Et là, je vois par exemple, c'est un titre de Libération qui parle exactement de cette information que vous citez, Jacques Beau. Voilà, tout à fait. Donc, le fait est très connu. Je n'invente rien du tout. Et donc, les Américains, eux, ont toujours considéré qu'il fallait que tous les liens avec la Russie compromettaient leur politique à eux vis-à-vis de l'Europe et naturellement vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est aujourd'hui des candidats très sérieux pour avoir commis ce sabotage au niveau je dirais, de l'intention ou des objectifs politiques. Maintenant, ce qui s'est passé ces dernières semaines dans la région de Bornholm. Alors Bornholm, il faut comprendre, c'est une petite île danoise qui est située au centre du détroit qui fait passer la Baltique, enfin qui permet de sortir de la Baltique en direction de l'océan Atlantique. Et ce détroit est appelé dans le jargon de l'OTAN les BALTAP, Baltic Approaches, c'est-à-dire le passage de la Baltique, si vous voulez. C'est l'endroit qui, depuis maintenant plusieurs décennies, est un endroit clé de la défense de l'OTAN pour la surveillance de l'accès des sous-marins nucléaires soviétiques, enfin russes, jusqu'à l'Atlantique Nord. Et parce que effectivement, c'est un passage obligé pour les sous-marins. Donc, autour de Bornholm est une petite île, c'est vraiment très très petit, mais il y a plusieurs installations d'écoute électronique et plusieurs installations d'écoute subaquatique qui sont là avec des senseurs sur toute la largeur pratiquement de la Baltique et qui permettent de surveiller dans le détail tout ce qui se passe dans cette zone. Or, les 3 sabotages que l'on a observés ces derniers jours se sont passés tous dans l'environnement
de Bornholm. Donc il est assez peu vraisemblable que des sous-marins russes aient pu pénétrer dans cet espace sans avoir été détectés et sans que la marine danoise et la marine américaine aient pu intervenir contre cette intrusion. Je rappelle aussi que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup dit dans les médias, mais qu'en 2015, la marine suédoise a neutralisé un drone sous-marin. Alors, quand on parle d'un drone sous-marin, on parle quand même d'un petit sous-marin, hein, c'est 4 mètres de long à peu près, c'est quelque chose d'assez volumineux quand même. Et la marine suédoise a intercepté un de ces drones sous-marins qui était équipé de plusieurs centaines de kilos d'explosifs déjà, et qui visait déjà en 2015 à détruire les pipelines qui étaient en place. Donc, mais on avait identifié l'origine de ces drones ou pas? Alors, on sait qu'ils sont occidentaux, mais les Suédois n'ont pas divulgué la nationalité des pays, mais on sait qu'ils sont occidentaux. Donc, il est assez vraisemblable qu'on ait un scénario assez analogue qui soit présenté cette fois-ci, d'autant plus que la marine américaine a fait ces dernières semaines toute une série de manœuvres dans la région de Bornholm. Exactement, d'ailleurs, on a même les relevés des vols d'hélicoptères qui recoupent à peu près exactement les emplacements où ont été détectées les explosions sur les deux gazoducs, ou les 3 gazoducs. En fait, il s'agit de 3 gazoducs qui ont été touchés. Donc, là, vous parlez du détachement expéditionnaire de navires américains, c'est ça, qui était dirigé par notamment le Kearsarge. Oui. Oui, exactement, le USS Kearsarge, qui était le navire amiral, si je peux dire ça comme ça, de cette flottille, de cette task force. Alors moi j'ai comme indication de kilométrage qu'ils étaient situés à 30 km du site du sabotage de Nord Stream 1 et à 50 km du Nord Stream 2 au moment où donc, leur position était entre les deux. Oui. Ils étaient effectivement entre les deux, mais quand on regarde les vols d'hélicoptères, des hélicoptères qu'on utilise pour les interventions, l'engagement de forces spéciales, etc., on s'aperçoit que leur trajectoire, elle, suit plus fidèlement le trajet. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, tout ça ne prouve rien, mais tend à montrer que l'accusation contre la Russie prend un peu l'eau si vous passez ce mauvais jeu de mots dans ces circonstances. Et peut-être Jacques Beau encore, dans ces indices, je ne sais pas si vous comptiez arriver à ce développement également, mais sinon j'en parle tout de suite, dans ces indices, enfin ces éléments de coïncidence, on va dire, concernant les Américains. Là, je parle du journal officiel de publication de la Navy américaine, donc qui s'appelle Sea Power, et qui indique que le 10 juin, la marine américaine faisait des manœuvres de plongée, pour le coup, d'explosifs et de drones sous-marins sur la zone où ont eu lieu également ces sabotages des Nord Stream. Exactement, oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. Donc on sait qu'il y avait, il s'agissait probablement à ce moment-là d'opérations de reconnaissance, probablement, pour essayer d'explorer les lieux et voir comment attaquer. Si c'est ça, bien entendu. Mettre ça au conditionnel, mais on s'aperçoit qu'il y a une certaine cohérence autour d'une responsabilité américaine, disons ça comme ça. À la fois doctrinale, politique et surtout. Alors politique, oui, parce que je sais pas encore, on n'a pas encore touché ce point-là. Ces sabotages interviennent au moment où, en Allemagne notamment, d'abord vous avez eu des manifestations gigantesques dans plusieurs villes allemandes pour abandonner les sanctions contre la Russie et entamer un dialogue avec la Russie, précisément pour revenir sur la catastrophe énergétique qui va viser en premier lieu l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne est le premier pays qui va subir les effets des sanctions que l'Europe a adoptées contre la Russie. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez des parlementaires ces dernières semaines, des parlementaires de l'opposition allemande qui ont commencé à évoquer la possibilité d'initier ou de réinitier un dialogue avec la Russie
Russie en vue de l'ouverture des gazoducs. Donc, si vous voulez, il y avait probablement une fenêtre d'opportunité pour les Occidentaux pour créer une situation de non-retour à propos de ces pipelines et de continuer ainsi à cette politique d'isolation de la Russie qui a été amorcée en février. Jacques Beau, je me permets de vous aborder une idée. La question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on arrive à un point de non-retour, notamment quelles sont aussi les conséquences pour l'Europe, et dans ce cas-là, est-ce que les États-Unis, bien entendu, vont retirer les marrons du feu par rapport à ça, parce que si à un moment donné ce pipeline met encore plus l'Allemagne à genoux, et on le sait, voire l'Union européenne, on imagine que les États-Unis forcément vont remporter le pompon. Passez-moi l'expression un peu triviale, non, selon vous? Alors c'est déjà fait. Je vous rappelle que les Américains qui ont, dans un premier temps, qui avaient déconseillé les Européens de prendre des mesures d'un embargo contre les produits pétroliers, les Européens ont voulu passer outre et ils ont fait cet embargo pétrolier, mais les Américains ont continué à importer du pétrole russe et ils continuent à importer du pétrole russe. Et quant au gaz, bon, évidemment, les Américains ne peuvent fournir à l'Europe que du gaz liquéfié, puisque c'est la seule forme sous laquelle il peut être transporté à travers l'Atlantique. Mais les Américains ont clairement fait savoir aux Européens que leur capacité ne leur permettrait pas de remplacer le pétrole russe. Donc, si vous voulez, ils ont poussé les Européens à prendre des sanctions, tout en disant après, nous, on ne sera pas en mesure de remplacer ce que vous avez coupé de la Russie. Donc, les Américains ont commencé déjà à retirer leur marron du feu et laissent un peu les Européens seuls dans cette affaire. Mais Jacques Beau, la question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est totalement prise au piège? Et je m'en réfère à votre livre où vous dites finalement que une partie de nos élites ont une intelligence limitée, une maturité, vous parlez d'une maturité intellectuelle, une intelligence limitée. Donc est-ce qu'ils se sont laissés avoir finalement nos chers dirigeants européens et notamment la Commission européenne en tête de liste avec cette situation? Oui, alors je pense qu'on a des dirigeants européens qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, pas à la hauteur intellectuelle des enjeux. Ils ont été incapables de prévoir. D'abord, ils ont été incapables d'analyser la réelle capacité de résilience de l'économie russe. Ce qui fait que au début, si vous voulez, au départ, l'idée était de faire provoquer, d'ailleurs, de nouveau, je n'invente rien, puisque Alexei Arestovitch, le conseiller du président Zelensky, l'a dit lui-même dans une interview qui date de 2019 déjà, où il avait dit qu'il s'agissait de provoquer la Russie pour qu'elle attaque et ensuite d'asséner à la Russie tant de sanctions qu'elle se trouverait à genoux en quelques jours et qu'elle n'aurait même plus la force de mener une guerre en Ukraine. Et c'est un peu ce calcul simpliste qui a été émis par les élites européennes. Et quand vous regardez sur, par exemple, des chaînes comme France 5 ou LCI, où on vous disait, et on continue à vous dire que l'économie russe est comparable à celle de l'Italie, c'est évidemment une grossière erreur. La différence essentielle, il y a probablement une similitude dans les produits nationaux, le produit intérieur brut, mais la grosse différence, la différence gigantesque entre la Russie et l'Italie, c'est que l'Italie est un pays qui est endetté jusqu'au cou, alors que la Russie n'a aucune dette. En d'autres termes, la Russie peut complètement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant, elle peut s'isoler du monde occidental et pratiquement vivre, j'allais dire, je ne vais pas dire en autarcie, parce que l'économie russe a été affectée par ces sanctions, mais elle sera affectée dans une moindre mesure parce que elle a toujours ses alliés asiatiques et des contacts économiques avec le reste du monde qui font que finalement elle peut très bien se passer de l'Europe. Et le problème de nos élites, c'est qu'elles n'ont pas été capables de détecter cette capacité de survie de l'économie russe, et c'est la raison pour laquelle nous avons des paquets de sanctions qui s'ajoutent. On en est au 7e, bientôt au 8e, je n'ai plus fait le compte, mais on doit être à peu près à ça. Et
ça dénote simplement l'incapacité des dirigeants de décider avec une idée d'anticipation, n'est-ce pas? On est dans l'immédiateté, on est dans le moment du moment, et quand on voit d'ailleurs, quand on a commencé à s'apercevoir que les sanctions allaient avoir des répercussions en Europe, on a commencé à prendre des contacts avec, par exemple, Israël pour obtenir du gaz, avec la Norvège, l'Azerbaïdjan. Donc, ça veut dire, en clair, il y a eu aucune anticipation, rigoureusement aucune. Et c'est là que je vois un déficit intellectuel absolument gigantesque. Si on avait voulu faire ça intelligemment, on aurait fait dès le départ, et peut-être même quelques jours avant d'adopter les sanctions, de déjà prendre des contacts pour déjà assurer une alternative avant de déclencher les sanctions. Mais j'ai lu ça et là, Jacques Beau, Clément, je me permets là-dessus parce que ça me semble intéressant que Vladimir Poutine avait lui anticipé, pas prémédité, mais anticipé la restructuration de son économie. Ça fait plusieurs années. Si c'est le cas, comment on peut estimer à un moment donné que la désintelligence économique ou la bêtise économique de l'Union européenne et des Occidentaux n'ait pas vu à un moment donné que Vladimir Poutine était en train de restructurer son économie pour parvenir à une certaine forme d'indépendance ou d'autonomie beaucoup plus grande et plus forte pour tenir le choc? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, alors qu'il y a eu les incidents de Maïdan en Ukraine, on a accusé la Russie d'être intervenue, on l'a accusé d'avoir annexé la Crimée, c'est-à-dire la Crimée qui était, je vous le rappelle, indépendante de l'Ukraine avant même l'indépendance de l'Ukraine. Mais bref, et donc on a sanctionné à ce moment-là déjà la Russie, et on a déjà commencé à sanctionner ses produits pétroliers. Le problème est qu'à ce moment-là, le cours des produits pétroliers était au plus bas, et les sanctions qui ont été appliquées à la Russie se sont superposées en réalité à ces prix bas. Donc, si vous voulez, les revenus de la Russie ont chuté brutalement d'un seul coup. Mais en 2022, après la crise de la Covid, les prix des produits pétroliers étaient au plus haut, et comme on le sait très bien, l'inflation et la pénurie de l'offre en matière de produits pétroliers s'était déjà amorcée à la fin 2021, et on était sur des cours qui étaient ascendants, ce qui fait que quand les Occidentaux ont voulu réappliquer le même modèle qu'en 2014, eh bien, ils ont simplement ajouter de la pénurie à la pénurie. Et par conséquent, ils ont tout simplement réduit l'offre et fait pas fait exploser la demande, mais réduit l'offre, ce qui est devenu à une explosion des cours. Donc, Vladimir Poutine en 2014 a compris que son économie avait cette fragilité, et donc il a décidé, grâce un petit peu d'ailleurs à toutes les sanctions qui étaient faites, je prends l'exemple des sanctions sur les produits agricoles qui avaient été notamment prises par la France, qui a été catastrophique pour les agriculteurs français, mais qui a donner un signal à la Russie qu'il lui fallait commencer, elle, à développer cette agriculture. Ce qui était plus avantageux d'acheter à la France, mais ils ont dit bon on va serrer la ceinture un petit peu, et puis on va produire nous-mêmes de quoi remplacer ça. Et donc ils ont effectivement travaillé à une forme d'autonomie, et c'est la même chose pour les produits pétroliers. En 2014, les Américains ont fait un embargo sur tous les produits qui permettaient de faciliter l'extraction de produits pétroliers et la prospection. Et naturellement, c'est des équipements qu'on arrive à reproduire, et c'est ce qu'ont fait les Russes. Ils ont produit eux-mêmes les équipements qui jusque-là étaient plus avantageux d'acheter ou d'emprunter à l'Occident. Et puis maintenant, ils sont totalement autonomes dans ce registre-là. Donc, les sanctions sont fondamentalement un extrêmement mauvais outil de politique étrangère, et le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas su comprendre, en se limitant à des images d'Épinal sur la Russie, eh bien, ils ont totalement ignoré l'évolution de la situation en Russie, et c'est ce qui a conduit à prendre des décisions aujourd'hui qui sont à contresens, en réalité, de la réalité du terrain.